En plein cœur des Alpes, le massif du Mont Blanc est sans doute l'un des sites naturels les plus mythiques au monde. Avec ses 4810 mètres, le toit de l'Europe a fait rêver des générations d'alpinistes. Un massif peu à peu dompté par l'homme, comme en témoigne l'aménagement de l'aiguille du Midi à 3800 mètres d'altitude. Des milliers de touristes s'y prêtent chaque année. Des DJ, comme Agoria, s'y produisent même en concert. Plus bas dans la vallée, Chamonix, la très chic station alpine, première ville organisatrice des JO d'hiver en 1924, jouit d'un prestige international. Porte d'entrée vers le massif, Chamonix est aujourd'hui une capitale des sports de montagne et un lieu de villégiature prisé des touristes anglo-saxons. De l'autre côté du massif, Saint-Gervais-les-Bains et ses thermes cultivent elles aussi une tradition touristique vieille de plus de 2 siècles. Un cadre naturel à la beauté exceptionnelle qui ne doit pas faire oublier ses dangers. C'est le risque numéro 1 en montagne. Chaque année, les avalanches emportent de nombreuses vies. Dès le début de la saison d'hiver, les équipes de sécurité sont sur le qui-vive. Il leur faut très souvent intervenir pour effectuer des déclenchements préventifs. Mais un autre risque existe, plus rare, mais aussi bien plus violent, les avalanches en zone urbaine. Ils ont été écrabouillés par le toit d'un chalet qui était à peu près à 80 mètres de là. Des couloirs d'avalanche en grand nombre qui menacent Chamonix. Encaissée entre 2 massifs, la ville est la plus exposée de France. 120 couloirs pour 10 000 habitants, c'est presque inhumain. Mais la neige n'est pas le seul danger pour ces vallées. Saint-Gervais l'a appris à ses dépens. Il y a plus d'un siècle, il y avait 20 mètres, une vague de 20 mètres ou de 30 mètres d'eau qui a jailli de cette gorge du Bonnan. Des risques naturels, souvent imprévisibles, et qui viennent rappeler à l'homme l'humilité indispensable dont il doit faire preuve en montagne. Chamonix, au cœur de l'hiver, les vacanciers venus s'adonner aux joies de la glisse ne s'en doutent pas, mais s'ils peuvent skier en toute insouciance, c'est grâce au travail mené quelques heures plus tôt par les équipes de sécurisation des pistes. Au petit matin, le temps se découvre enfin après une averse de neige. L'hélicoptère de Pascal Brun peut décoller. Sous l'appareil, une imposante cloche en acier munie d'un exploseur. La mission est essentielle. Ils doivent éviter tout risque d'avalanche en purgeant les zones où la neige s'est accumulée. Une opération de haute précision. Pascal doit approcher l'exploseur le plus près possible du manteau neigeux pour que l'onde de choc produise son effet. Ouais, comme dit Jean-Louis, ça se passe en surface, hein, donc il n'y a rien d'inquiétant là. En fonction de l'enneigement, jusqu'à une centaine de tirs peuvent être effectués à chaque vol. Une opération réalisée sous le contrôle des responsables de piste. Chaque déclenchement et son résultat sont consignés. Ouais, ça fera 25 tirs.
Ouais, ok. Une petite session là. Ouais, petite. Sans peu de résultats. Là. Avec le froid de cette nuit, ça a dû. La neige est serrée. Mais c'est toujours mieux d'aller vérifier. Ah oui, c'est une obligation. Hein. Ouais, le PIDA hélico est terminé. Un dispositif efficace, mais qui ne s'applique pas aux couloirs d'avalanche qui menacent les zones urbaines. En France, il est interdit de déclencher des avalanches préventives au-dessus des habitations. Pourtant, en matière de risque d'avalanche, la vallée de Chamonix est un cas d'école. Vu du ciel, la situation saute aux yeux. Les couloirs d'avalanche sont nombreux. 117 ont été répertoriés à risque. Les couloirs, ce sont ces langues blanches qui zèbrent le massif et plongent directement sur la ville. À quelques kilomètres du centre-ville, près du quartier des Bossons, se trouve le couloir de Tacona. Long de 7 km, c'est l'un des plus dangereux. L'avalanche peut partir à tout moment depuis le haut du glacier, situé à plus de 3500 mètres d'altitude. Plus de 80 avalanches s'y sont produites au cours du dernier siècle. Les dégâts causés par celle de 1986 conduisent alors les autorités à lancer la construction d'un dispositif de protection situé au pied du couloir. L'ingénieur Mohamed Naïm a participé à sa conception. Il nous fait découvrir ce paravalanche hors norme. À elle seule, la digue de protection mesure 25 mètres de haut. Ce qui a nécessité la création de l'édifice, c'est le volume des avalanches et les enjeux que ça menace. Ces avalanches, certaines sont allées jusqu'à la route internationale. Donc ces avalanches, cette chronologie d'avalanches a constitué pour nous un point très important pour la définition de l'événement contre lequel on veut se protéger. Au bout du compte, on a défini un événement à 1,6 million de mètres cubes et une énergie cinétique correspondant à une vitesse de 40 mètres par seconde à l'entrée du dispositif de protection. Et c'est par rapport à cet événement-là qu'on a construit le dispositif de protection avec les différents éléments, des éléments dissipateurs d'énergie qui sont des tas freineurs, qui ont pour vocation d'abord de réduire la vitesse de l'avalanche, de détruire son énergie, et puis de l'étaler, et puis des éléments qui dévient, qui contiennent, et au bout du compte, une digue qui retient. Le paravalanche de Tacona est l'un des 2 plus grands dispositifs au monde construits à ce jour. Si son efficacité est aujourd'hui prouvée, une dizaine d'années d'ajustement ont été nécessaires pour arriver à sa forme actuelle. Coût de l'opération, 5 millions d'euros. Pour les scientifiques, un tel dispositif ne se justifie que dans le couloir de Tacona, car les avalanches y sont plus imprévisibles. 1 sur 3 est déclenchée par des chutes de sérac, là-haut sur le glacier. Pourtant, le danger existe aussi ailleurs. Au pied de l'aiguille du Midi, un autre couloir, celui des pèlerins, menace directement l'entrée du tunnel du Mont Blanc par lequel transitent chaque jour près de 5000 véhicules. Richard Lambert est un expert en avalanche. Avec lui, nous prenons un peu de hauteur pour mieux comprendre les mécanismes qui les provoquent. Alors ici, nous sommes sur un site qui nous permet de voir parfaitement bien l'ensemble du versant de l'avalanche des pèlerins, qu'on appelle aussi plus communément l'avalanche du tunnel du Mont Blanc, puisque sa zone d'écoulement peut impacter l'entrée française du tunnel du Mont Blanc. Historiquement, sa plus grosse manifestation nous est connue, c'était mars 1818. La zone la plus basse atteinte par l'avalanche fut marquée par une pierre, la pierre de Trélafras, qui est très bas, là-bas à l'emplacement actuel des immeubles que vous voyez. Alors on voit parfaitement bien toutes les zones de départ de haute altitude, puisqu'il s'agit de ces versants très raides qui se développent depuis l'aiguille du Midi. Et ces versants peuvent servir de coulée détonatrice
au grand bassin d'alimentation qu'on voit en dessous, très blanc là, en forme un petit peu d'entonnoir. Et plus bas, à l'aval de cette forêt, on découvre ce qu'on appelle le hameau des pèlerins d'en haut, avec ce groupe de petits chalets. Alors si on avait affaire de nos jours à une avalanche majeure de ce type-là, type début du 19e siècle, ça serait extrêmement préoccupant parce que maintenant on a une urbanisation assez développée dans ce secteur-là, avec même des vulnérabilités marquées, une auberge de jeunesse, un groupe scolaire, et puis bien sûr les dizaines de chalets individuels qui se sont implantés. Si pendant longtemps la vallée de Chamonix ne comptait que quelques hameaux, elle s'est littéralement métamorphosée au cours du XXe siècle. Voici à quoi ressemblait le cœur de Chamonix en 1892. Quelques décennies plus tard, la superficie de la ville a déjà doublé. Aujourd'hui, l'urbanisation atteint ses limites. Il ne reste presque plus de parcelles constructibles. Une explosion démographique qui s'est accompagnée logiquement d'une plus grande exposition au risque d'avalanche. Si aux Pèlerins, aucune avalanche majeure ne s'est produite depuis près de 2 siècles, plus loin, dans la vallée, un événement est encore dans toutes les mémoires. Nous sommes au hameau de Montroc, à quelques kilomètres seulement du centre-ville de Chamonix. Jean-Claude Bourdet est parisien. Il vient régulièrement séjourner dans le chalet familial des Grangettes. Il y a quelques années pourtant, un drame s'est joué à quelques mètres de là. « 9 février 1999, avalanche du Grand Lanchy et du Pechleret. Ce jour-là, 12 hommes, femmes et enfants perdent la vie. Nous avons perdu un fils de 21 ans avec son ami de cœur qui avait 20 ans. Ils ont été écrabouillés par le toit d'un chalet qui, sous l'avalanche poudreuse qui a déferlé, s'est envolé et est retombé donc 80 mètres plus loin pour écrabouiller le toit de ce petit maso avec ces 2 jeunes qui étaient dedans. En ce mois de février 1999, les Alpes connaissent des chutes de neige exceptionnelles. 2 semaines après le drame de Montroc, une avalanche comparable tue 31 personnes à Galtour en Autriche. Voici une reconstitution qui donne une idée de la puissance du phénomène. À Montroc, avant ce jour tragique, il y avait ici 20 chalets. 14 ont été balayés en quelques secondes par le souffle de l'avalanche. Le bilan aurait pu être bien plus dramatique. 5 chalets seulement étaient occupés. On ne pouvait pas prévoir l'imprévisible, assurent ce soir les autorités. De mémoire d'homme, jamais la vallée n'avait connu une telle avalanche. Il faut remonter à 1908 pour trouver une coulée de neige au même endroit, mais elle fut sans commune mesure. Autour de Chamonix, 118 couloirs sont réputés dangereux, tous répertoriés sur le cadastre. Et les constructions, les maisons sont édifiées en conséquence. Or, les chalets détruits étaient dans une zone dite sans risque. Jamais la neige n'a atteint ces lieux-là. Et j'ai même une réflexion d'un habitant du pays sur un des chalets qui a été totalement rasé, qui nous dit mais n'importe qui du pays serait allé dormir les yeux fermés dans un chalet, c'est totalement en dehors de la zone à risque. Cette zone, jugée sûre, est pourtant recouverte par 7 mètres de neige après l'avalanche. Les secours vont mettre plusieurs jours à retrouver les victimes. Le lieu où se trouvaient les chalets est aujourd'hui reconnu comme une zone rouge, c'est-à-dire qu'il est interdit à toute construction. Une décision bien tardive pour Jean-Claude Bourdet.
Cette zone n'aurait jamais dû être reconstruite. Pourquoi? Parce que en observant les cartes, que nous n'avions pas, mais que les gens les chargés de l'urbanisme ou de la sécurité à Chamonix avaient d'évidence, il était montré cette capacité de deux couloirs d'avalanche successifs de se réunir en un seul. Le premier déclenchant le second et provoquant une avalanche exceptionnelle, mais d'autant plus dévastatrice qu'elle était exceptionnelle, puisque les plus rares sont les plus importantes des avalanches, celles qui ne tombent que dans des occasions extrêmes. Mais la mémoire d'hommes et les écrits montraient qu'il y avait connaissance de cette avalanche-là historiquement, et que déjà des morts dans le passé étaient intervenus au début du XXe siècle et dans le courant du XIXe siècle. Cette mémoire d'homme que beaucoup semblaient avoir oubliée était pourtant consignée dans des archives. Jean-Claude Bourdet nous emmène à la rencontre de Maurice Gay, le président des Amis du Vieux Chamonix. Bonjour monsieur Gay. Ah ben montez. Parmi les précieuses archives rassemblées par ce gardien de la mémoire, de nombreux documents attestent de désastres provoqués par des avalanches. Certains remontent au début du XVIIe siècle. Selon Maurice Gay, ils sont aujourd'hui négligés par les services de l'État. Personne ne veut prendre en compte donc ce que les anciens ont écrit. C'est dommage parce que nous avons un monticule d'archives écrites, de photos, etc., que l'on peut présenter. Et on a l'air de nous prendre pour des gens qui empiètent un petit peu donc, sur le domaine administratif. Je vais vous montrer des archives, monsieur Bourdet. C'est un livre de raison sur les grands événements avalancheux d'Argentière. Les livres de raison, ce sont des documents manuscrits qui recensent tous les faits marquants de l'époque. C'est 134. Oui. Impressionnant, ça. Oui. Non, ils ont bien répertorié toutes les avalanches donc, qui ont détruit d'ailleurs en partie le village du Tour, surtout. Ouais. Suite des désastres. Oui. Ils avaient conscience que... oui. Dans l'un de ces cahiers, une phrase attire l'attention. 15 janvier 1843. L'avalanche du Grand Lanchy est allée jusqu'au Vargnoz, emportant dans sa course le Pont Neuf et les mélèzes des Grangettes. Après recoupement de plusieurs documents d'archives, la conclusion est sans appel. La zone évoquée ici est bien celle de Montroc. Une avalanche majeure s'était donc produite au même endroit, plus de 150 ans auparavant. Il y avait bien un précédent. Un tel événement aurait donc pu être prévisible. Le maire de l'époque aurait dû faire évacuer la zone. C'est pour ne pas l'avoir fait qu'il est condamné, 4 ans après le drame, à 3 mois de prison avec sursis. Retour à Montroc. Pour Jean-Claude Bourdet, cette condamnation ne suffit pas. Il se lance dans un combat pour une meilleure prise en compte du risque d'avalanche dans la vallée de Chamonix. « 11 ans après l'avalanche de Montroc et presque 14 ans, 13-14 ans maintenant, la vallée de Chamonix commence à avoir des bonnes cartes d'avalanche. Suite au drame de Montroc, l'évaluation du risque d'avalanche est complètement remise à plat à Chamonix. Chaque zone dangereuse est à nouveau étudiée. Le résultat, ce sont de nouvelles cartes réglementaires. Sur la première, des zones rouges inconstructibles et des zones bleues soumises à réglementation. Elles correspondent à des risques forts et moyens d'avalanche. C'est une carte contraignante en matière d'urbanisme. Pour Jean-Claude Bourdet, cela ne suffit pas car les avalanches exceptionnelles, comme celle qui a emporté son fils, ne sont pas prises en compte. Elles figurent sur une autre carte, dite d'aléa, une carte indicative seulement. Ces zones jaunes, comme les services de l'État les appellent, se réfèrent à des avalanches bien plus rares, mais beaucoup plus puissantes. Si ces zones jaunes ne figurent pas sur les cartes réglementaires,
c'est que l'État n'a toujours pas décidé ce qu'elles impliqueraient. Leur emprise est parfois tellement importante qu'elles englobent une grande partie de la zone urbaine. Contestées depuis leur création, elles ont fait l'objet de nombreuses modifications. C'est Richard Lambert qui mène une première contre-expertise à la demande de l'association de Jean-Claude Bourdet. Si ces travaux l'ont parfois conduit à minimiser certaines zones jaunes, ailleurs en revanche, comme au Pèlerin, la zone à risque s'est considérablement élargie. Bien là, on se trouve dans un endroit sensible, puisqu'on voit de plus près ce groupe scolaire qui peut être dans des conditions exceptionnelles, impacté par au moins le souffle d'une avalanche de poudreuse ou même par l'aérosol de poudreuse dans une configuration d'une avalanche type mars 1818. Pour réviser la zone jaune des Pèlerins, Richard Lambert se base sur plusieurs avalanches historiques, mais aussi sur l'analyse du relief. Là, vous avez la carte des aléas dans son projet de l'été 2007. Et vous le voyez très bien, si nous reprenons cette école en L qu'on voit très bien ici, eh bien la zone jaune avançait ici en amont de l'école. Les travaux que j'avais menés m'ont poussé à contester ce document officiel proposé par l'État et au contraire à proposer la zone jaune suivante. L'école étant toujours ici, l'auberge de jeunesse étant là, j'avais proposé une zone jaune qui allait jusqu'ici, qui tenait compte de l'avalanche de 1936 qui était venue là, et de l'avalanche de mars 1818 qui, elle, venait jusqu'ici dans ce lotissement. Cette nouvelle zone jaune a finalement été prise en compte par les services de l'État. La nouvelle carte des aléas montre une zone jaune qui va bien à l'aval de l'école, du groupe scolaire qui se trouve ici. Mais une fois la zone jaune tracée, que faire en cas de risque avéré? La gestion du risque, c'est l'affaire de la municipalité. Une lourde responsabilité pèse donc sur les épaules du maire de Chamonix. Depuis la création de ces zones jaunes, il est inquiet et attend des consignes claires de la part de l'État. Dans un cas de crise, selon les secteurs, nous le savons bien, il faut procéder à des évacuations ou bien parfois il faut au contraire confiner. Ça n'est pas la même chose et bien évidemment, selon la nature du secteur qui est susceptible d'être impacté par le risque, eh bien, des décisions différentes doivent être prises pour minorer là aussi le risque d'atteinte aux populations. Ce type de discussion-là, moi, il me semblerait légitime, nécessaire, pour ne pas dire obligatoire, que nous l'ayons également avec l'État. Un guide méthodologique indiquant la conduite à adopter en cas de risque doit être publié par le ministère de l'Environnement. Mais le document n'est toujours pas paru. À la préfecture de Haute-Savoie, on explique ce retard par la complexité du dossier. Concrètement, on sait qu'il y a des zones où un risque très important peut se réaliser, c'est ce qu'on a appelé l'aléa maximum vraisemblable. Peut-être qu'il ne s'est réalisé qu'une fois au cours des 300 ou 400 dernières années, mais on en a connaissance et maintenant il faut qu'on puisse l'adapter et le traduire. Donc c'est vrai que la question est compliquée. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la question de ce guide méthodologique. C'est pour ça que c'est si long de le sortir, parce que la question est très complexe. Est-ce qu'on organise, on pèse lourdement sur l'organisation des activités humaines pour un risque qui a finalement très peu de chances de se produire, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une prudence totale et on prend en compte ce risque, même s'il est peu vraisemblable, avec un impact fort sur les activités humaines? Entre principe de précaution et développement économique, l'enjeu est de taille. À Chamonix, il n'y a pas que les alpinistes qui atteignent des sommets. Les prix de l'immobilier s'envolent. Alimentés par une demande étrangère constante, certains biens luxueux se négocient plusieurs millions d'euros. Établir des règles plus contraignantes en termes d'urbanisme ou informer d'un risque d'avalanche en zone urbaine pourrait-il nuire à l'attrait de cette station touristique? À Chamonix, les autorités ont choisi de composer avec le risque tout en informant la population, comme nous l'explique Jean-Louis Verdier, l'adjoint à la sécurité.
À la suite d'une réévaluation des zones d'avalanche en 2003, des habitations se retrouvent en zone rouge, une zone normalement inconstructible. Mais comme elles sont déjà bâties, ces parcelles sont requalifiées en zone bleu dur. On ne construirait plus dans ces zones-là aujourd'hui, bien évidemment. Le plan local d'urbanisme ne permettrait pas de construire. C'est une particularité de Chamonix, ce bleu dur ? Ce n'est pas une particularité de Chamonix. Je pense que maintenant tous les PPR vont en tenir compte. Mais Chamonix a été déterminant dans ce choix de zone bleu dur. Sinon, il aurait fallu une solution beaucoup plus radicale, c'est-à-dire exproprier les gens ? Il fallait exproprier les gens, mais avec toute la complication d'exproprier les gens, où on les remettait, quel terrain on leur donnait, dans une vallée dans laquelle on ne peut plus construire. C'était très compliqué. Ça voulait dire que ces gens-là ne pouvaient plus rester dans la vallée de Chamonix. Politiquement, c'était infaisable. Politiquement et puis humainement, sur le plan humain. Donc c'est à nous de gérer ce risque et de se donner les moyens pour, dans des périodes de risque importants, d'évacuer les personnes. Pour ne pas avoir à démolir ces habitations, les services de l'État ont donc créé ce nouveau zonage et accepté le risque. Nous sommes retournés à la préfecture au sujet de ces zones bleu dur. Pour vous, il n'y a pas de mise en danger de la vie de ces gens-là ? Quand on habite sous un couloir d'avalanche, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mise en danger. Le risque existe. Après, l'occupation humaine de la vallée de Chamonix est un fait. C'est une bonne chose, c'est une très belle vallée. Mais bien sûr, le risque est là et les gens vivent avec le risque. En montagne, on vit avec le risque. Le travail des services de l'État, c'est dire le risque avec précision. Et c'est ce que fait cette étude. Le travail de la commune de Chamonix, c'est de prendre en compte cette évaluation du risque et de la traduire dans des situations de gestion de crise et de prise en compte de la population. Et la mairie et l'État travaillent étroitement ensemble pour que ces situations exceptionnelles, cette configuration exceptionnelle soit traitée le mieux possible. L'objectif, c'est de pouvoir vivre dans la vallée, mais avec une prise en compte du risque qui est adaptée. Retour au hameau de Montroc. Nous retrouvons Jean-Claude Bourdet. Si pour lui le combat continue, il semble satisfait, car depuis le drame de 1999, la population est mieux informée du risque d'avalanche. À chaque fois que nous arrivons de l'extérieur, pour un séjour, si vous voulez, nous devons faire cet appel-là à cet numéro de téléphone qui est le... sur le service d'alerte de Chamonix. Welcome on Chamonix Alert Service. Pour le français, tapez 1. Nous allons vous demander de saisir votre numéro de téléphone ainsi que vos dates de début et de fin de séjour et le code de votre logement. Nous allons maintenant vous récapituler les informations saisies. Donc voilà, maintenant, s'il y a une alerte susceptible de dire « restez dans votre chalet, n'en sortez pas, n'allez pas sur la route » ou au contraire « évacuez le chalet », je recevrai sur ce téléphone portable un appel, un message téléphonique enregistré à la mairie me disant ce qu'il y a lieu de faire. Et l'objet, c'est de faire ce qu'on nous dit de faire, bien sûr. C'est une vraie avancée et nous remercions Chamonix. C'est un petit peu long à faire, certes, mais c'est fait et l'important maintenant, c'est de faire en sorte que ce type d'automate puisse être utilisé dans toutes les communes où le besoin pourrait s'en faire sentir. Le dispositif concerne aujourd'hui pas moins de 7000 propriétaires. À Chamonix, il sera bien difficile de déplacer les montagnes, mais une information plus rapide des populations menacées par un risque imminent d'avalanche ne serait-elle pas la clé pour éviter de nouveaux drames humains en zone urbaine? Le massif du Mont-Blanc est le plus fréquenté au monde. Chaque année, 20 000 alpinistes se lancent à l'assaut du toit de l'Europe. La moitié renonce avant d'arriver au sommet. Et c'est sans compter les 60 000 skieurs venus dévaler les pentes du massif et de ses nombreux glaciers. Une fréquentation qui multiplie la probabilité d'accident et donc d'intervention des secours. Au PGHM de Chamonix, le peloton de gendarmerie de haute montagne, les équipes de sauveteurs sont sur le qui-vive toute l'année. Ce matin à la base, aucune alerte à l'horizon. Un exercice est donc programmé. Mais l'équipe reste prête à intervenir. Direction la mer de Glace, l'un des glaciers les plus fréquentés du massif.
Depuis les airs, le spectacle est fascinant. Cette large étendue glacée, constituée d'énormes séracs, ressemble à un fleuve pétrifié. Les quelques randonneurs en contrebas savent-ils qu'au-dessus d'eux, leur ange gardien veille? Dans un tel environnement, le premier danger vient des crevasses. Si certaines sont visibles, d'autres sont cachées sous une épaisse couche de neige. Les membres de l'équipe d'intervention le savent bien. Eux qui sont chargés de sauver des vies ne veulent pas mettre en péril la leur. Ils s'entraînent donc régulièrement à répéter les gestes de sécurité qu'ils doivent appliquer en intervention. Avant de poser le pied sur un terrain à risque, les sauveteurs doivent systématiquement s'encorder à des pieux métalliques qu'ils plantent dans la glace. Là, on est descendu en sécurité, c'est-à-dire qu'au début, on était toujours accroché à la machine. Ensuite, on a mis des pieux à neige. On a sondé la zone pour vérifier qu'il n'y avait pas de crevasses. À ce moment-là, la base reçoit un appel d'urgence. L'exercice est écourté. Affirmatif. Dragon 74, l'hélicoptère de la sécurité civile de Haute-Savoie, doit intervenir d'urgence. 2 skieurs sont bloqués sur une barre rocheuse. Direction l'autre côté du massif. Sur sa route, l'équipe survole d'autres glaciers. Rien que du côté français, on en dénombre une vingtaine. Des glaciers dont la superficie a réduit de moitié ces 50 dernières années. Un phénomène accéléré par le réchauffement climatique. Après une dizaine de minutes de vol, l'hélicoptère arrive sur zone. Il faut maintenant repérer les 2 skieurs dans cet immense décor de pierres et de neige. Voilà, je suis à 2005. Ouais, voilà, ils sont en haut. On dirait qu'il y a des traces là-bas. Je sais pas non plus bas alors. Hein. L'équipage a beau avoir l'œil exercé, il lui faut plusieurs minutes pour localiser ces naufragés des cimes. Où est-ce qu'il se cache l'animal? C'est facile à voir là-dedans, hein. Ouais, non. Ah oui, je les vois, ouais, d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Tu les vois? Ouais, d'accord, ouais. Regarde à 1 heure là-bas. Ah, j'ai vu, ouais, d'accord. Oui. Ah oui, ok. Une fois les skieurs repérés, un sauveteur est envoyé à leur côté. Nous assistons à ce sauvetage depuis l'autre versant. Ok, on avance 50 mètres. Ok, il est posé pile poil dessus. Je lui donne un petit peu de temps. Il a décroché la rondelle, on peut dégager. Je suis en train de remonter. Des manœuvres effectuées au mètre près en opération, car répétées des dizaines de fois à l'entraînement. 20 mètres. 15, ok, tu peux ralentir. 10 mètres en avant. Attention, 5, 4, 3, 2. Ok, top vertical. Ok, suction, on les approche. D'accord. Ok, attention pour le déjaugeage. Oui, tout est élevé. On déjauge vers l'arrière. Top déjaugeage. Ouais. Contrôle puissance, c'est bon. Ok, je mouline. D'accord. 5 mètres. En moins de 10 minutes, l'opération est terminée. Les 2 skieurs sont sauvés. L'hélicoptère rentre à la base. Une intervention de plus pour ces équipes qui réalisent 900 sorties en moyenne chaque année. Les sauveteurs doivent s'adapter en permanence à ce terrain difficile, car les glaciers sont en évolution constante. Sur le massif du Mont Blanc, un glacier inquiète particulièrement les scientifiques, celui de Tête-Rousse. C'est là qu'un autre hélicoptère vient de déposer Christian Vincent et son équipe. Donc en principe, là j'ai tout. Ingénieur de recherche au laboratoire de glaciologie du CNRS, c'est un habitué du massif. Il en étudie les glaciers depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il vient ausculter le glacier de Tête-Rousse. Un glacier bien connu des alpinistes qui partent à l'ascension du Mont Blanc depuis Saint-Gervais. Situé à 3200 mètres d'altitude, il se trouve à proximité de 2 refuges de haute montagne.
On est à quel site là? C'est quoi le numéro de site? C'est le 4? Ouais. Le glacier n'est pas très grand, hein. Il fait à peu près 800 mètres de long, 200 mètres de large. Par contre, il est très épais, il est situé dans une gorge très profonde et on dirait pas, mais il y a 65 mètres d'épaisseur de glace ici sous nos pieds. Jusqu'en 2008, ce petit glacier de 8 hectares, coincé dans la montagne, n'intéressait pas vraiment les scientifiques. Mais tout change lorsqu'ils découvrent une importante quantité d'eau sous la glace. Suite à une étude qui avait commencé en 2008, on a eu des soupçons de plus en plus importants pour dire qu'il y avait de l'eau dans ce glacier. Et en 2010, on a mis en évidence la poche d'eau grâce à des forages. Et à ce moment-là, on a mesuré exactement le volume d'eau qui était assez conséquent puisqu'il y avait 55 000 mètres cubes d'eau. Donc à peu près 20 piscines olympiques, ça donne une image de la quantité d'eau. La poche d'eau que Christian Vincent et son équipe repèrent alors menace de faire céder la glace qui la retient et de dévaler la montagne vers Saint-Gervais et ses 5000 habitants. En 2010, le danger est imminent, des signes montrent que la glace peut céder. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut vider la poche. Christian Vincent tire la sonnette d'alarme et avertit la mairie de Saint-Gervais et la préfecture de Haute-Savoie. Nous sommes en août 2010. Les autorités publiques, en concertation avec les scientifiques, organisent en urgence une mission de pompage du trop-plein d'eau. Pour ne pas affoler la population, l'opération est préparée dans le plus grand secret. Les techniciens ont injecté toute la journée, avec ces tuyaux, de l'eau chaude sous très haute pression pour percer un premier trou à travers 40 mètres d'épaisseur de glace. Une opération qui devrait s'étaler sur 8 semaines si tout va bien. Car les glaciologues sont prudents. Il existerait plusieurs poches non localisées, mais d'un total d'au moins 65 000 mètres cubes. La mission de pompage est un succès. En quelques semaines, l'alerte est levée, mais pour autant, le danger n'est pas écarté définitivement. Là, tu as extrait 184. Tu es à 184 là? Merci. C'est la raison pour laquelle Christian Vincent et son équipe sont constamment au chevet du glacier. Ce sont des vigies chargés d'évaluer la santé de Tétrousse et surtout la quantité d'eau sous la glace. Aujourd'hui, on a à peu près 12 000 m3 d'eau sous nos pieds, donc ce qui est beaucoup moins important qu'en 2010, puisqu'en 2010, on avait à peu près 55 000 m3. Mais le glacier reste imprévisible. Une poche d'eau peut en cacher une autre. En revanche, l'année dernière, en 2013, on a découvert un autre volume d'eau à l'amont et qu'il faut absolument bien identifier en 2014 pour savoir exactement ce que représente ce volume d'eau. Pour éviter un drame, les scientifiques sondent le glacier parcelle par parcelle. Ils veulent en comprendre le fonctionnement. Ils pratiquent ici des carottages pour déterminer l'évolution du glacier d'une année sur l'autre et son niveau de fonte. Ah, voilà la carotte. Ouais, tu peux y aller là, je crois. Donc on calcule la densité carotte par carotte. Et ensuite, sur tout le long de la carotte, ça nous donne la hauteur d'eau. En fait, non seulement on a la hauteur de neige, l'épaisseur du manteau neigeux, mais aussi on a l'équivalent en mètres d'eau. Et c'est ça qui nous intéresse pour avoir l'accumulation totale de neige hivernale. 38,5. Donc c'est la longueur de la carotte. 38 cm 5 mm. Puis ensuite je mesure la circonférence. La circonférence est 24,2. Ben là, le carottage nous montre qu'il y a entre 3 mètres et 3,80 m de neige. C'est la quantité de neige hivernale. Pas beaucoup de neige, donc ça veut dire qu'il va être rapidement en glace, découvert de neige. Et une fois que le glacier est complètement découvert de son manteau neigeux hivernal, la fonte est accélérée.
L'eau de fond devrait normalement s'écouler, mais à Tétrousse, elle est bloquée en raison d'un phénomène thermique. C'est cela qui crée le danger. Il faut surveiller les variations du niveau d'eau et pour être sûr que le niveau d'eau n'augmente pas considérablement, ce qui serait signe d'une surpression, puisque le risque en fait de ce glacier et de ces poches d'eau, c'est qu'elles s'étendent vers l'aval et se constituent dans la langue du glacier. Et sous l'effet de la pression d'eau, il pourrait y avoir rupture. Grâce à l'expertise des scientifiques et pour prévenir toute rupture, un dispositif d'alerte est installé à la base du glacier. Ces câbles d'acier sont reliés à des fusibles. Au contact d'une vague d'eau, ils déclenchent automatiquement des sirènes positionnées dans la commune de Saint-Gervais. Si le glaciologue lance l'alerte en 2010, c'est qu'il sait ce scénario probable, car il s'est déjà produit. C'était il y a 120 ans. Ces rares photos témoignent de la catastrophe. Une ouverture béante à la base du glacier. Sous la pression, 80 000 mètres cubes d'eau se libèrent. Une lave torrentielle formée de boue, de pierres et d'arbres balaie presque tout sur son passage. Elle dévale la montagne sur plus de 3000 mètres de dénivelé. Elle s'abat alors sur quelques habitations et sur les bâtiments des thermes de l'époque. Habitants et curistes sont surpris dans leur sommeil. Au petit matin, 175 corps sont retrouvés sans vie. Le drame a un retentissement national. Donc Saint-Gervais était une belle station thermale. On venait en calèche depuis Genève. Et puis, voilà, il n'y avait plus rien au petit matin dans ce parc thermal. C'est très précieux parce que ce sont des images qui montrent l'ampleur de ce qui s'est passé. Et on se rend compte que si on transpose ce qui s'est passé à maintenant, de 200 morts, on a évalué que ça représenterait aujourd'hui 3000 à 4000 victimes potentielles. Ces photos ont une grande valeur pour Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais. Il fait de l'anticipation du risque un combat personnel. Pour lui, un phénomène proche de celui de 1892 aurait aujourd'hui des conséquences bien plus graves pour sa ville. Il nous emmène au Fayet, le quartier bas de Saint-Gervais. C'est le plus menacé par une éventuelle lave torrentielle. En 1892, il n'y avait ici que des champs. Aujourd'hui, c'est devenu une zone fortement peuplée et un axe stratégique où se côtoient le chemin de fer et l'autoroute qui mène au tunnel du Mont-Blanc. Maintenant, il y a à peu près 2500 habitants au Fayet. Donc c'est devenu un gros bourg avec donc l'arrivée du train dans les années 1900. Bah, tout ça, ça n'existait pas. Pour mieux se préparer, les autorités imaginent le pire scénario possible. Donc si aujourd'hui il y avait la lave torrentielle venait à s'écouler ici, tout ça se serait rayé de la carte. Alors avec quelle importance, avec quelle hauteur, voilà, ça c'est... est-ce que les bâtiments résisteraient ou non, c'est tout l'inconnu. Nous on était partis du principe que le risque maximum était de tout balayer, tout enlever, tous les bâtiments. Plus de 120 ans après, un établissement thermal s'élève toujours au même endroit à Saint-Gervais. Mais le cadre a bien changé. Alors c'est un rocher qui provient de la catastrophe de 1892, c'est-à-dire qui est descendu, peut-être pas du glacier de Tétrousse à 3200 mètres, mais en tout cas de la montagne, qui a été emporté par les flots. Et c'est un peu comme un iceberg, puisqu'il est enterré dans le limon qui a été emmené avec la catastrophe de 1892. Donc on est sur des traces qui montrent bien quelle était la violence, quelle était l'importance, et qui ont été autant d'armes qui ont complètement démoli tous les bâtiments thermaux qui étaient ici. Seuls ces rochers témoignent aujourd'hui de la violence de la lave torrentielle.
La quiétude des curistes qui viennent profiter des eaux thermales contraste avec le drame qui s'est joué ici il y a plus d'un siècle. Là, on a un des bâtiments qui est un des seuls bâtiments qui reste de cette catastrophe, qui est un peu un témoin, qui a été protégé parce qu'il est contre la montagne. C'était probablement des salles de bain avec des baignoires où on faisait des traitements. Quand on est ici, on a du mal à imaginer qu'à l'époque, il y a plus d'un siècle, il y avait 20 mètres, une vague de 20 mètres ou de 30 mètres d'eau qui a jailli de cette gorge du Bonnan et qui a fait autant de victimes. Pour protéger cette zone d'une éventuelle lave torrentielle du glacier, un système d'alerte a donc été mis en place. Alors s'il y avait une alerte, on a tout un dispositif de sirènes qui ont été placés à des endroits qui ont été bien calculés pour que les gens entendent. Eh bien cette sirène, elle donnerait l'alerte, une alerte de départ. C'est-à-dire que quand elle sonne ici, ça veut dire que ça s'est déclenché au glacier de Tétrousse et que les gens ont une demi-heure pour partir. Et ils vont ensuite aller sur des points de rassemblement qui sont proches ici de l'établissement thermal et qui vont leur permettre d'être à une hauteur qui a été calculée comme étant sécurisée, et même s'il y avait une lave qui passait à proximité. 19 points de rassemblement, proches des zones à risque, sont ainsi disséminés dans la commune. Ils sont prêts à accueillir la population. Le point de rassemblement le plus proche des thermes se trouve en hauteur, à quelques dizaines de mètres des bâtiments. On domine complètement le parc thermal. Alors c'est vrai qu'on a largement la marge de voir passer un torrent de boue ou une lave torrentielle. L'histoire a failli se répéter, comme cette nuit du 29 juillet 2013 à 1h30 du matin. En plein orage, les sirènes se mettent à hurler. La population n'a alors, selon les cas, que 15 à 30 minutes pour se mettre à l'abri. Fausse alerte, c'est l'orage qui a déclenché l'alarme sur le glacier. Mais surprise, sur 3000 personnes concernées par les consignes d'évacuation, seulement 1 millier environ ont rejoint un point de rassemblement. La fausse alerte a coûté à elle seule plus de 70 000 € à la commune, auquel s'ajoute le coût global de ce plan de prévention depuis 2010, soit 5 millions d'euros. Si l'État accompagne la mairie pour financer cette prévention, le budget reste important pour une menace que personne dans la vallée n'a vu se concrétiser. Si certaines voix s'élèvent contre une prévention qu'elle juge excessive et coûteuse, Jean-Marc Peyex, lui, juge le débat déplacé. C'est de l'argent, bien évidemment. 5 millions d'euros, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup ou pas beaucoup, ça dépend avec quelle échelle et à quelle dimension de territoire on en parle. Mais par rapport à ce que l'on a fait de positif, c'est-à-dire la préservation des vies, c'est absolument rien. Et la leçon et la jurisprudence de Tétrousse, c'est que c'est la première fois en France où on a utilisé de l'argent, certainement beaucoup, pour préserver des vies humaines et non pas pour aller indemniser des familles et reconstruire des maisons. À Annecy, la préfecture de Haute-Savoie, en charge de l'organisation des secours, tire pour sa part une vraie leçon de cet exercice grandeur nature, un exercice involontaire. Il y a des gens qui ne se sont pas levés. Il y a des gens qui ont entendu la sirène et qui ne se sont pas levés. Sur ces gens-là, il y a certainement des gens qui ont entendu la sirène et qui ne savaient pas ce qu'il fallait faire, donc qui ne se sont pas levés. Puis il y a aussi des gens qui ont entendu la sirène, qui ont dit ça va pas descendre, et puis qui sont restés au lit. Ça, c'est difficile de gérer des situations comme ça. On ne peut pas prendre la main de tous les habitants. La sécurité, c'est aussi l'affaire de tous, la responsabilité de tous. Je ne pense pas qu'il y ait à Saint-Gervais un défaut d'information de la population et un manque de prise de conscience du risque. Mais ce n'est pas simple à faire. Est-ce que les gens y croient encore ? Est-ce qu'il existe vraiment un risque ? Puisqu'il n'est pas survenu. Rien ne s'est passé. Mais c'est quand même toute la philosophie de notre dossier, c'est faire en sorte qu'il ne se passe pas. Cette politique semble cautionnée par les habitants de Saint-Gervais. En témoignent les suffrages que Jean-Marc Peyex a rassemblés au premier tour des municipales, 78%. Si le glacier de Tétrousse demeure un cas atypique, qu'en est-il des autres glaciers des Alpes ? Quelles menaces représentent-ils alors qu'ils subissent de nombreuses modifications dans un contexte de changement climatique ? Nous sommes allés poser la question à Jean Jouzel,
glaciologue et climatologue. Il est vice-président du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Le fait que disons, la langue glaciaire puisse disparaître peut effectivement rendre un peu instable la partie haute du glacier. Pas par fonte, mais par chute de glace, effectivement. Si le réchauffement climatique se poursuit, eh bien, ces glaciers n'échapperont pas à une fonte supplémentaire, voire une fonte massive. Donc, effectivement, ça impose de faire attention. Moi-même, je viens de terminer un rapport sur l'adaptation au réchauffement climatique et évidemment ce type d'attention, porter de l'attention aux risques futurs qui vont s'aggraver à cause du réchauffement climatique et je crois une mesure très saine de prévention. Il faut faire extrêmement attention. En termes d'aménagement, je dirais simplement d'infrastructures ou de bâtiments, eh bien, il faut connaître, il suffit de bien connaître, d'étudier les endroits où il y a des risques d'avalanches l'hiver qui sont liés à la neige, mais aussi le risque de suite tétrousse. Et puis, si vous voulez vraiment préserver les glaciers, il n'y a qu'une solution, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Avec l'augmentation de la fréquentation été comme hiver des massifs alpins, tous ceux que nous avons rencontrés tiennent à rappeler une réalité. En montagne comme en mer, sécurité rime avec humilité. Malgré leur beauté, ces paysages restent un milieu hostile où le danger peut surgir en quelques instants.